Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette septième fiche d'histoire des relations internationales consacrée aux premières crises internationales de la guerre froide de 1947 à 1956. Alors, ceci va se décliner en trois grandes parties, hein. La première va constituer tout simplement de voir un peu ce que sont ces premières crises, hein, d'une part. La deuxième va venir sur les fissures même du bloc, hein, qui vont se mettre en place dès 1953 et leurs conséquences, hein. Et puis on terminera sur l'année des deux crises, hein, la fameuse année 56, qui verra d'une part une révolution, quand même la première dans le camp socialiste, tentative de la Hongrie de quitter tout simplement le camp socialiste, ainsi que les conséquences terribles que cela aura. Et puis une autre crise qui va, elle, concerner à la fois la thématique de la décolonisation et aussi des questions énergétiques qui vont devenir de plus importantes durant la période de la guerre froide, c'est-à-dire la fameuse crise de Suez, hein, en 1956, c'est-à-dire le moment où le colonel Nasser, donc leader de l'Égypte indépendante, hein, fraîchement indépendante d'ailleurs, va d'une part vouloir nationaliser le canal de Suez, hein, qui est le cordon ombilical vital absolument entre tout simplement les zones pétrolières du Golfe Persique, hein, et on le sait, l'Occident très demandeur en pétrole, hein. Ce sera le début d'un long cycle, on aura l'occasion d'y revenir dans cette troisième et dernière partie. Alors, premier champ donc dans cette fiche assez dense, hein, faut le dire, cette période 47-56, il se passe beaucoup de choses. C'est d'abord la crise de Berlin. Je vous l'avais annoncé la dernière fois. Berlin, cette ville désormais divisée en deux, secteur Est, secteur Ouest, secteur Est contrôlé par les Soviétiques, secteur Ouest donc divisé entre les trois zones d'occupation comme en Allemagne, hein, pour l'Ouest, c'est-à-dire britannique, américain et français. Eh bien, dès mars 1948, ce sont les Soviétiques qui vont ouvrir la crise, et je résume là parce que nous l'avons vu en détail, tout simplement parce que Berlin-Ouest, c'est-à-dire la zone contrôlée par les Occidentaux, même si en 48 on est encore dans une Allemagne qui n'existe pas encore de nouveau, hein, qui est divisée en zones d'occupation, eh bien est une enclave occidentale en plein cœur du camp socialiste. Et ça, pour Staline, c'est impensable. Impensable, on le verra, et on en a déjà parlé, par exemple qu'un Tito choisisse lui-même ses propres options dans le socialisme avec la Yougoslavie, mais également impensable aussi pour Staline d'avoir cette petite enclave occidentale en pleine Allemagne. Staline, ne l'oublions pas, on est en plein début de la guerre froide, a montré qu'il ne respectait absolument rien en matière de documents que l'Union soviétique avait signés. Je vous rappelle que la Moldavie et les pays baltes qui avaient été annexés, hein, avec le traité du pacte germano-soviétique en 1939, Staline a oublié, si je puis dire, en 44-45, hein, de les rendre, hein, à leurs peuples respectifs, hein. Ça ne l'a pas dérangé, de même qu'il n'a pas organisé les élections libres promises à Yalta, de même qu'il ne respecte pas non plus le statut de Berlin qui avait été décidé à Potsdam, hein, dont on en a parlé. Bon. Alors, crise de Berlin, c'est très simple. Staline, en gros, met le siège, hein, autour de Berlin, prive Berlin de toutes ses ressources énergétiques, électriques, ferme les routes, etc. Sauf en matière d'aérien, et ce sera là d'ailleurs sa faille, pour tout simplement que les Occidentaux, à terme d'asphyxie, finissent par quitter la ville et que Berlin puisse être intégré pleinement désormais comme une ville dans le camp socialiste et dans la zone allemande contrôlée par les troupes soviétiques. Un bras de fer qui va durer de longs mois. Les États-Unis, avec Truman et sa politique anticommuniste, dont on a déjà vu les détails, Truman va mettre en place un pont aérien qui sera un succès. La ville évitera l'asphyxie effectivement. Et puis comme les États-Unis
garde encore la suprématie nucléaire, en tout cas jusqu'en 49, eh bien, Truman va s'offrir de menacer Staline de frappes nucléaires, notamment faisant venir un certain nombre des bombardiers nucléaires depuis les États-Unis et les installant dans quelques bases européennes aériennes pour bien montrer aux soviétiques qu'ils ne plaisantent pas. Staline va reculer, perdre la face, et la conséquence de cette crise de Berlin, vous le savez, va être au moins double, si ce n'est triple. Première chose qui se passe à Berlin, c'est que la première conséquence de cette crise de Berlin, ça va être évidemment l'entérinement, vu le triomphe des Occidentaux, du statut de la ville, hein, c'est-à-dire cette ville divisée en deux, ce sera le cas jusqu'en 89, hein, jusqu'à la chute du mur. Le mur n'est pas construit à ce moment-là, hein, attention, hein, ce sera que dans les années 60, on y reviendra. Et c'est donc une des premières, hein, enfin en tout cas la première crise que Berlin affronte. Berlin sera un des hotspots, hein, de l'histoire des relations internationales de la guerre froide. Hein, ça, vous pouvez surtout bien le retenir. Autre conséquence, c'est la naissance des deux Allemagnes. C'est quand même pas rien. Ça aussi, ça va durer jusqu'en 1990, hein, la fameuse réunification. Donc cette renaissance renaissance de l'Allemagne divisée en deux, donc c'est à l'est l'Allemagne de l'Est, pardon, dirigée par dirigée par une équipe évidemment bien dans la ligne stalinienne soviétique, hein, et avec comme capitale Berlin-Est. Et puis une Allemagne donc de l'Ouest, la République fédérale allemande, hein, évidemment toujours occupée par les Occidentaux, mais avec une administration allemande et une capitale qui sera Bonn. Hein. Alors, voilà pour cela. Et puis enfin, dernière de ces conséquences, c'est bien sûr la création, le retour, hélas, hein, pourrions-nous le dire, parce que c'est aussi ce qui s'est passé pendant l'entre-deux-guerres, hein, le retour aux fameuses alliances militaires. 1949, c'est la naissance de l'OTAN, hein, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés occidentaux. N'oubliez pas aussi que il y aura une formation de ce type en Asie, hein, l'OTAS, l'organisation du traité d'Asie du Sud-Est, hein, qui est, elle, bien sûr, une structure entre les États-Unis et leurs alliés, donc cette fois-ci du monde libre, en Extrême-Orient, hein, Corée du Sud, Japon, etc., etc. Et donc c'est à ce moment-là que ça se met en place. Hein. Et deuxième élément de ces alliances militaires, c'est ce que vont faire les pays de l'Est, vont faire pareil, hein, avec l'Union soviétique, qui vont créer les forces du pacte de Varsovie, qui seront créées dans les années 50, 55, création donc du pacte de Varsovie. Voilà, on en revient, hein, malgré tout ce qu'il y a pu être subi, hein, pendant les enseignements quand même de la guerre froide, on en revient au bon vieux système des alliances militaires. Alors, voilà pour la crise de Berlin, et ces premières crises, on est quand même qu'en 48, hein, 48-49, ces premières crises, il va y en avoir ailleurs. Hein. D'une part, il y a, il faut le savoir, toujours pour la même période, et tout dans cette partie, l'arrivée d'un allié majeur, hein, du communisme soviétique, et c'était le seul pays jusqu'à présent, hein, depuis le début des années 20, qui était communiste, hein, dans le monde. Eh bien, arrive donc la Chine. C'est un poids énorme, la Chine, qui, au terme d'une période de transition, de guerre civile et de tout ce qu'elle a subi pendant l'entre-deux-guerres, devient le 1er octobre 1949 une république populaire, hein, donc sur le modèle vraiment communiste, au départ vraiment soviétique, avec comme leader Mao Zedong et comme capitale Pékin, Beijing, bien sûr. Cette Chine sera alignée complètement sur l'URSS et sa politique jusqu'à la mort de Staline. À partir du moment où il y a la déstalinisation, les années 53 jusqu'au 56, la Chine va s'éloigner, parce que la Chine ne tolérera pas, si vous voulez, les condamnations du stalinisme. Donc, dans le socialisme. Donc, ce sont des pays qui resteront quand même évidemment en liaison, dans le même camp, mais avec quelques divergences. Également, 49, c'est le début quand même
à la fois de la décolonisation, ça effectivement ça a commencé même depuis 45 pour l'Algérie, l'Afrique, il a fait des guerres de décolonisation, puis ensuite le processus de décolonisation, mais là je parle de l'Asie du Sud-Est, avec la guerre d'Indochine, hein, qui commence là dès 49, qui sera évidemment les indépendantistes indochinois seront soutenus évidemment par les communistes, hein, ça donnera lieu à la naissance du Vietnam Nord, enfin, etc., etc. Hein, et ben, c'est là que ça commence, hein, donc entre occidentaux, hein, essentiellement la France hein, pour l'Indochine, et donc les Indochinois du Nord, donc bien sûr communistes. Donc évidemment un premier affrontement sur le mode de la décolonisation dont j'ai déjà parlé, qui est camouflé en affrontement Est-Ouest. Il y en aura beaucoup d'autres. Autre chose, et là qui est une véritable guerre, qui va durer de 50 à 53, encore un affrontement Est-Ouest, au sujet de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Hein. La Corée, à un moment donné, bascule effectivement dans le camp communiste, il y a une contre-attaque, et ça se stabilise, ça dure quand même 3 ans, c'est une guerre qui se fait sous l'égide de l'ONU, faut pas l'oublier, c'est important, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup dans la période, et donc là, il s'agit effectivement de la stabilisation, de la division en deux, hein, des deux Corées, hein, la Corée du Nord, capitale Pyongyang, et la Corée du Sud, capitale Séoul. Hein. On en est à l'heure actuelle toujours dans cette situation entre ces deux régimes, régime pro-occidental d'un côté, régime communiste, même ultra-orthodoxe communiste, on peut dire, côté nord. Et puis, bien sûr, la poursuite hein, de la course aux armements, hein, avec, après la bombe atomique, l'arrivée de la bombe à hydrogène, hein, dans les années 50-53, hein, pour les deux grands. Donc on a deux mondes qui s'opposent. Hein. D'un côté, un style de vie américain basé sur la consommation, hein, évidemment, et une lutte farouche contre le communisme. Hein. C'est le moment où les États-Unis créent l'agence qui est la CIA, que créent également des groupes, comment dire, d'action, de lobbying anticommuniste. Hein. C'est la période aussi, jusqu'en 53, de la politique du containment, hein, qui sera suivie par le rollback hein, pour les États-Unis. Hein. Donc d'abord Truman, hein, puis après ce sera Eisenhower, on y reviendra plus tard. Et de l'autre côté, c'est l'apogée du monde communiste, effectivement, grand prestige, 22 millions de morts. Les partis communistes en Europe occidentale, c'est le moment où ils sont les plus hauts hein, dans les sondages, hein, et, y compris dans les urnes. C'est une période vraiment d'affrontement, hein, particulièrement sévère. Deuxième partie apparaissant, les premières fissures dans le camp socialiste lui-même. Hein. Effectivement, on voit dès le début, effectivement, toute cette mise en place de la guerre froide, une première crise internationale, mais dans le bloc lui-même, hein, qui a été la crise de Berlin, mais dans le bloc lui-même, il va y avoir des premières fissures. Alors déjà, jusqu'en 53, on continue d'être dans le triomphe absolu hein, du pouvoir stalinien. L'URSS retrouve dès 1949 son niveau de production des années 30, hein, et donc les conséquences hein, de la guerre elle-même, qui a été extrêmement destructrice, non seulement avec plusieurs millions de morts, hein, ne l'oubliez pas, près de 22 millions de morts, les conséquences économiques sont définitivement, en tout cas, rattrapées. C'est la période du développement de l'armement soviétique considérable, développement de l'industrie lourde, et aussi une politique de plus en plus répressive, hein, avec la création notamment d'une police politique stalinienne renforcée, le NKVD, hein, et les grandes purges hein, anti-titistes, notamment, puisque Tito serait exclu du camp socialiste, donc les dernières grandes purges hein, de la période stalinienne. Toutefois, il y a des limites à ce triomphe, hein. Il y a une déperdition économique, avec un budget militaire qui est trop important. Un tiers du budget soviétique sous Staline est consacré à l'armée. L'URSS est évidemment isolé sur sur le système financier mondial, et des problèmes de ravitaillement également et de logement vont apparaître. Bref, au moment où Staline va quitter la scène et mourir en mars 1953, eh bien, pas mal de réformes deviennent nécessaires dans l'Empire soviétique, et c'est ce qui va se produire. Alors après la mort de Staline,
Donc on a une période de transition qui se met en place, assez brève, hein, et c'est Nikita Khrouchtchev qui va s'imposer, hein, et qui va publier au début de l'année 1956 son fameux rapport, hein, le rapport Khrouchtchev, qui institue les éléments de dénonciation, hein, du stalinisme, hein, et de ses crimes. Alors, également, il n'y avait plus de réunion de congrès du Parti communiste. Rappelez-vous, Staline avait une direction totalement dictatoriale et multilatérale avec les différents dirigeants du parti. Donc, c'est à la faveur, effectivement, du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique que donc Khrouchtchev va donc lancer le fameux rapport, hein, sur les crimes de Staline. Alors ça, bien sûr, ça va provoquer dans le camp socialiste, en effet, les premières grandes révoltes et jusqu'à la fameuse révolution, hein, hongroise de 56 que nous verrons dans la troisième partie. Hein. Début de révolte, premier semestre d'année 56 en Pologne, à Poznan, hein, où évidemment les vieux dirigeants staliniens qui avaient été mis en place par Staline entre 45 et 49 sont, via ce rapport Khrouchtchev, tous mis les uns après les autres en péril. Chez les Polonais, donc l'affaire se règle malgré ces insurrections de Poznan qui sont terribles, puisqu'on en arrive quasiment à un gouvernement de type insurrectionnel demandant des élections libres sous contrôle de l'ONU. On en arrive quand même à ce que Bayreuth, donc, qui avait été mis en place en 47-48, et soit exilé, enfin en tout cas au sein du parti, et remplacé en octobre 56 par Gomulka, qui sera un dirigeant plus dans la ligne, hein, si on peut dire, donc de Khrouchtchev et des réformes. Ces fissures donc vont se poursuivre puisque bien comme je l'annonçais tout à l'heure, suite à cette déstalinisation en 61, un petit peu plus tard, la Chine donc va quitter en tout cas sa politique d'union ou de comment dire de grands frères, petits frères avec l'Union soviétique suite à cette effectivement déstalinisation. Et puis, il y a aussi la fameuse grande rupture de 48 dont j'ai déjà parlé, hein, avec la Yougoslavie, tout simplement parce que Tito, hein, totalement indépendant, va développer à la fois un pays d'économie mixte et un pays avec un système tout simplement radicalement différent, hein, de celui du stalinisme. Il est exclu, hein, Tito, dès 48. Il y aura quelques tentatives de rapprochement un petit peu plus tard, après la mort de Staline, mais la Yougoslavie, le sud-est européen, va être désormais entre le monde capitaliste et le monde communiste, ce qui va lui donner un rôle extrêmement important dans les relations internationales, on le verra par la suite. C'est aussi la période de la naissance du tiers-monde, hein, évidemment. L'URSS et les États-Unis vont soutenir les décolonisations partout dans le monde, hein, mais vont évidemment s'affronter, hein, dans différentes guerres, on l'a vu, dans la guerre d'Indochine, puis plus tard dans la guerre du Vietnam, hein, et puis bien sûr également dans les différentes gouvernements issus des décolonisations qui vont se mettre en place en Afrique. C'est aussi le moment de la naissance du mouvement des non-alignés, c'est assez rapide, ça commence à Bandung en Inde, hein, avec la fameuse conférence de Bandung du 18 au 24 avril 1955, qui va réunir jusqu'à 29 États et aura comme principaux dirigeants, principaux emblèmes de ce mouvement des non-alignés. Les non-alignés, c'est quoi? Ce sont ces pays justement qui seront ni capitalistes ni communistes, hein. Donc on va retrouver bien sûr Tito, hein, bien sûr pour l'Europe, hein, mais aussi donc Nehru pour l'Inde, hein, et Nasser, hein, pour donc l'Égypte. Hein. Leur idée est de dépasser le monde des blocs, hein, par l'anticolonialisme et l'antiracisme. Donc c'est la naissance, hein, de la troisième force, hein, dans ces relations internationales bipolaires, hein, je vous le rappelle, par leur nature pendant la guerre froide. Hein. Et évidemment, bien sûr, ce sont des données, hein, qui seront des paramètres à prendre en compte. Troisième et dernière partie, l'année 56, la fameuse année des deux crises. Alors ce sont deux crises internationales de deux natures tout à fait différentes que celles de Budapest et de Suez.
commence par la crise hongroise qui va se dérouler, comme date extrême, du 23 octobre 1956 jusque la première semaine de novembre 1956. En résumé, dans cette fiche, puisque évidemment, ce n'est pas un second cours que ces fiches, je vous le rappelle, on a cette fois-ci l'arrivée d'une équipe réformatrice qui, au sein du Parti communiste hongrois, qui, dans le cadre de la déstalinisation, éloigne le vieux leader stalinien qui était Rákosi, et le remplace donc par un réformateur qui s'appelle Imre Nagy, Nagy en hongrois, Imre Nagy en français, Nagy en hongrois, et qui avait déjà été Premier ministre en Hongrie de 53 à 55, mais qui a un programme, en fait, de sortir la Hongrie du camp socialiste, ni plus ni moins, en suivant un peu l'exemple des Autrichiens à côté. L'Autriche, jusqu'en 55, Vienne était divisée en deux, et l'Autriche a négocié le départ complet des troupes soviétiques de son territoire en échange de sa neutralité. Ce qui sera fait dès 55. Les Hongrois se disent, pourquoi pas, on a un réformateur à Moscou avec Khrouchtchev, on va essayer de faire la même chose. Et donc, très rapidement, dès le début du mois de novembre 56, Imre Nagy donc va annoncer, d'une part, la rupture de ses liens avec l'URSS, la demande de protection de l'ONU et la sortie du pacte de Varsovie, créé quand même l'année précédente, et puis enfin, bien sûr, indique en échange de tout cela, eh bien, ils proclament leur neutralité. Or, c'était impensable, dans la mesure où si on voit sur le plan géopolitique la transformation d'une Hongrie neutre, on aurait un cisaillement du camp socialiste en deux, ce qui était, tout réformateur que soit Khrouchtchev, totalement impensable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bon, les troupes du pacte de Varsovie sont encore en pleine, comment dire, en plein début de formation, donc on va pas faire appel à elles, mais on envoie tout simplement les troupes de choc de l'armée rouge, et Budapest va être en gros à feu et à sang pendant une bonne semaine. Les Hongrois tentent de résister comme ils le peuvent, appellent au secours l'ONU, mais qu'est-ce que vous voulez que les Occidentaux fassent? C'est la règle du rideau de fer, personne ne peut intervenir, on n'allait pas provoquer une guerre nucléaire non plus pour ça, etc., etc. À l'ONU, et ça va être un des grands principes de la période, eh bien, que fait l'URSS? Elle oppose son droit de veto, voilà. Donc l'ONU est paralysée, ce serait une des grandes caractéristiques de ces crises de la guerre froide. ONU paralysée, plus de 2000 morts, Budapest, on garde encore les marques tragiques aujourd'hui, des affrontements de rue. Après cette résistance héroïque, présentée comme héroïque, et héroïque réellement, du peuple hongrois à Budapest, les dirigeants sont arrêtés, Imre Nagy sera emmené à Moscou, jugé, fusillé, dans un procès truqué bien sûr, et seulement réhabilité au début des années 90 dans la Hongrie, qui sortira à peine du communisme. Il sera remplacé, Imre Nagy, par un dirigeant qui s'appellera János Kadar, remplacé dès la première semaine de novembre 56, quand même, personnage qui restera à la fois sous Khrouchtchev, puis sous Brejnev, le dirigeant de la Hongrie, jusqu'à la fin des années 80, vous vous rendez compte de la durée du pouvoir de ce personnage-là. Donc, voilà pour ce qui est de cette révolution hongroise qui est vraiment une crise caractéristique du camp socialiste telles qu'elles vont se produire, il y en aura d'autres, dans la période. C'est-à-dire une crise que les soviétiques présenteront comme interne au camp socialiste, une crise qui n'entraînera, selon la règle évidemment de la non-intervention des Occidentaux, aucune intervention, à part quelques condamnations évidemment purement symboliques. La guerre froide est décidément bel et bien active et mise en place au terme de cette tragédie hongroise. Deuxième de ces crises, alors là, rien à voir du tout, puisque là, pour le coup, l'ONU pourra jouer son rôle au sein du Conseil de sécurité. Il s'agit de la fameuse crise de Suez, qui se déroule d'ailleurs au même moment. Alors l'Égypte, rappelons-le, devient, au terme de la décolonisation, une république indépendante en 1953, et
un leader, hein, le colonel Gamal Abdel Nasser, s'impose donc comme l'homme fort du nouveau pouvoir, hein, et il a l'intention, pour sortir son pays du sous-développement, tout simplement, eh bien, de coloniser. Hein, pas de coloniser, c'est un lapsus amusant d'ailleurs, mais d'installer un péage, tout simplement, sur le canal de Suez. Si j'ai dit coloniser, c'est parce que le canal de Suez, en effet, a un statut, bien qu'en Égypte, international. Et ça, Nasser aimerait bien que cela cesse. Il veut que les Égyptiens reprennent le contrôle de ce canal, hein, ce canal qui est le cordon ombilical stratégique absolu, si on peut dire, puisque c'est par là que passent tous les pétroliers, hein, qui vont chercher du pétrole en Arabie Saoudite et dans le Golfe Persique, hein, et qui remontent par là pour ensuite approvisionner, n'est-ce pas, les raffineries occidentales. Autant dire que c'est, sur le plan stratégique, le canal de Suez, quelque chose d'absolument fondamental. Canal, je vous le rappelle, percé en grande partie grâce à la France, à Ferdinand de Lesseps sous Napoléon III. Hein, voilà. Alors, cette crise, eh bien tout simplement, vient de là. C'est-à-dire que les Franco-Britanniques, hein, décide de mener une opération de police, tout simplement, pour punir le gouvernement de Nasser, hein, récupérer le contrôle sur le canal, le réinternationaliser, si on peut dire. Hein. Et pour cela, bah, les Franco-Britanniques vont demander de se faire aider par les Israéliens, parce que, bah oui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a, rappelez-vous, créé un État juif, hein, au Proche-Orient, qui s'appelle Israël, hein, et depuis le début de la création de cet État, vu les conditions dans lesquelles ça s'est fait, comme vous le savez, cela a généré tout un tas de guerres, hein, qu'on appelle les guerres israélo-arabes, dont on aura l'occasion de reparler dans d'autres volets de nos cours. Hein. Et les Israéliens sont d'autant plus d'accord que pour eux, ça leur permettrait justement de sécuriser leurs frontières avec l'Égypte, hein, en s'alliant aux Franco-Britanniques dans cette affaire. Hein. Donc, et tout ça en dehors, bien sûr, de demander l'avis des grands, etc., en dehors de l'avis international de personne. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération unilatérale. Hein. Et donc, les Franco-Britanniques, alliés des Israéliens, mettent en place leur plan. Des troupes débarquent donc sur la côte égyptienne à Port Saïd, hein, des parachutistes, hein, franco-britanniques. Et puis, côté israélien, eh bien, c'est véritablement la conquête d'une bonne partie du désert, hein, dit du Negev, hein, jusque sur les bords, effectivement, du Nil, hein, et donc du fameux canal. Alors, évidemment, Nasser appelle au secours, cette fois-ci via l'ONU, les grands, et très curieusement, et c'est un cas assez unique, les soviétiques et les États-Unis vont rappeler à l'ordre, hein, ces trois protagonistes, en leur rappelant les règles, justement, désormais de la nouvelle organisation du monde. Non pas les règles de la guerre froide, cette fois-ci, mais les règles internationales, hein, qui font qu'on ne peut plus mener ce genre d'opération. Ce sera un désaveu absolument terrible. Pour les Israéliens, ça n'arrangera pas énormément de choses, puisqu'ensuite ça débouchera sur d'autres types d'autres conflits. Mais pour les Franco-Britanniques, c'est évidemment une défaite cuisante. Hein. Ils doivent retirer leurs troupes. Les États-Unis menacent d'asphyxie énergétique les Occidentaux s'ils ne respectent pas cette intervention, enfin cette demande. Et côté soviétique, on est encore plus menaçant vis-à-vis des Occidentaux. Donc c'est un cas assez rare, hein, peut-être avec la crise chypriote de 74 qu'on abordera plus tard, où effectivement États-Unis et URSS cette fois-ci se retrouvent coude à coude sur le plan international, mais tout simplement pour rappeler les règles de la domination du monde désormais par les deux grands, hein, et rien d'autre. Nasser obtiendra quand même effectivement pas mal de compensations pour son régime au niveau du canal, hein, mais il faut reconnaître que cette affaire de Suez peut-être a eu également un rôle important, hein, concernant quand même les disons la fin en fait en quelque sorte de l'image que les puissances occidentales franco-britanniques pour comment dire, pour les résumer,
eh bien, avaient encore, alors qu'elles n'avaient pas compris que justement, désormais, elles étaient sur un second plan, tout simplement. Et l'influence de l'affaire de Suez est également probable concernant aussi la non-réaction une réaction pas plus importante des Occidentaux face à l'écrasement de la révolution hongroise de 56, hein, puisque bien sûr on était assez occupé avec cette grosse crise pétrolière, hein, puisque appelons-la par son nom de Suez à peu près au même moment. Petite conclusion à présent de cette dernière fiche, donc la 7e du nom. Hein. Pour rappeler un certain nombre de choses. D'une part, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, le 14 mai 48, c'est la création de l'État d'Israël qui va déclencher la question palestinienne, qui elle-même s'organisera avec un mouvement, l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, créée en 64. Que, on l'a vu, les enjeux énergétiques et de pétrole eh bien, vont amener à la création de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, que l'on appellera l'OPEP en 1960, hein, et que vont suivre à cette opération de Suez en 56 un certain nombre de guerres israélo-arabes. Hein. On gardera en mémoire celle de 1973 qui donnera le choc pétrolier, la fameuse crise pétrolière de 73, la fin des 30 glorieuses. Hein, ce sera dû donc à la 4e guerre israélo-arabe qui entraînera une augmentation de plus de 70% des prix du baril de pétrole. Hein. Enfin, notons-le, cette zone du Proche-Orient, sur laquelle on reviendra, sera, jusqu'à la fin de la guerre froide, hein, un enjeu entre l'Est et l'Ouest, hein, entre l'URSS et le camp socialiste, généralement opposé à Israël, et soutenant le monde arabe, le monde occidental, généralement pro-israélien, hein, cherchant une voie vers une paix israélo-arabe, hein, une politique notamment soutenue par les États-Unis. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, c'en est terminé de cette 7e fiche d'histoire des relations internationales. Je vous invite à liker cette fiche si elle vous a plu. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ma chaîne YouTube Parlons d'Histoire, où vous retrouverez également d'autres rubriques, si en tout cas l'histoire au sens large du terme, bien sûr, vous intéresse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine fiche. Au revoir.